Je suis séropositive, mais mon fils Sam ne l'est pas. Et sa petite sœur ne le sera certainement pas. Après avoir été déclarée atteinte du sida il y a 9 ans, j'ai été correctement informée et accompagnée. Mais surtout, personne ne m'a interdit de devenir mère. Généralement, la contamination du fœtus se fait pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Mais grâce à la prise de médicaments antirétroviraux au plus tôt, le virus n'a pas été transmis. Grâce à la médecine, les 2 personnes que j'aime le plus au monde ne grandiront pas avec ma maladie. Informez-vous, pour eux, pour vous, pour nous. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Carrefour Santé. Heureux de vous retrouver ce soir. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui le monde a peur. Oui, le monde angoisse. Le monde a peur parce qu'il est aux prises avec un ennemi invisible et redoutable, le Covid-19. Face au risque posé par la propagation de cette pandémie, les pays s'organisent tant bien que mal. Et toute la communauté scientifique est plongée au cœur de la crise pour tenter d'endiguer sa propagation. Nous assistons depuis quelques semaines à une véritable course contre la mort. L'heure est donc grave et chacun de nous, dans la mesure du possible, doit se mobiliser. Eza et Tumba Monene. Ce soir, l'émission Carrefour Santé se mobilise aussi pour vous aider à comprendre. Sur ce plateau, nous ferons en sorte de répondre à toutes les questions que vous vous posez dans ces moments d'angoisse. Donc, vous informer au mieux. Nous ne pourrons pas ici techniquement apporter une réponse individuelle à chacun et à chacune d'entre vous. Mais je puis vous assurer que, d'une manière générale, des réponses seront apportées ce soir dans cette émission pour vous éclairer, vous édifier sur le Covid-19. Mais bon, à qui sait comprendre, peu de mots suffisent. Nakani Sito Yokani. Pour en parler, nous avons sur ce plateau 2 médecins spécialistes. Mais je leur laisse ce soir la latitude de se présenter à vous. Alors, je suis Dr Fabien Roch-Niama, je suis maître de conférence en virologie à la faculté des sciences et techniques de l'université Mariam Gabi et j'occupe également les fonctions de directeur chargé de la recherche et de la production au laboratoire national de santé publique. Nous sommes Elira Dokekias Alexis, professeur titulaire d'hématologie, directeur général du Centre national de référence à la drépanocytose, ancien directeur général à la santé. Très bien. Qu'est-ce qu'un coronavirus? En français facile. Alors, en français facile, le coronavirus, du moins ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc l'un des membres d'une vaste famille de virus qu'on appelle les coronavirus. Ils sont nombreux. Pour ce qui est de l'homme, il y en a aujourd'hui 7 types de virus qui nous infectent. Parmi les 7, donc le dernier là, c'est le tout dernier, donc le nCoV donc 2019, mais il y en a, n'est-ce pas, 4 qui nous infectent de façon quasi naturelle et qui ne nous causent pas de maladies graves, entre guillemets. On n'évolue pas vers, donc, n'est-ce pas, des syndromes respiratoires. Mais il y en a, n'est-ce pas, 4. Sur les 4, le premier a été isolé ou identifié en 1966. Et le tout dernier, qui nous intéresse, a donc été identifié en 2019. Donc il y a 4 qui ne nous causent pas de maladies, mais il y a par contre 3 qui nous causent des maladies particulièrement graves. Le tout premier de ces 3 a donc été identifié en 2004, qu'on appelle, n'est-ce pas, le SARS-CoV-1, et le deuxième, c'est donc en 2012, qu'on appelle le MERS-CoV, donc de 2012, qui a sévi en Arabie Saoudite, et le troisième, c'est donc celui qui nous concerne aujourd'hui, qui est donc, qui vient, ou dont l'origine en tout cas est actée en Chine, dans la ville, n'est-ce pas, de Yuan. Donc je répète, on a, n'est-ce pas, parmi la grande famille de coronavirus, il y en a 7 qui infectent les humains, et sur, n'est-ce pas, les 7, il y en a, n'est-ce pas, 3 qui sont extrêmement sévères. Et les 3 ont la même origine à peu près, les virus viennent de la chauve-souris. Avec des autres intermédiaires différents, évidemment, nous y reviendrons éventuellement. Quelle est la différence entre le coronavirus et le Covid-19? Alors, le coronavirus, donc c'est ce que je viens de dire, c'est le virus, ou c'est la famille, n'est-ce pas, des virus, mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, en 2020, c'est ce qu'on appelle le SARS-CoV-2, ou, n'est-ce pas le dire, 2019 nCoV.
c'est à peu près la même chose. D'accord? Et le Covid-19, c'est un diminutif en anglais. On appelle coronavirus disease. Donc, c'est la maladie à coronavirus. 2019, c'est l'année à laquelle le virus a été décrit pour la première fois en Chine, donc en décembre 2019. Ah, d'accord. Et en langue? Bon, on va que les lots, ce qui tout le monde a différence entre coronavirus, on va bien les lots coronavirus, na Covid-19, et on va que coronavirus, c'est ali famille mon nene, bah virus ça y est na kati. Na kati wana, tu as na 7. Oyo, ils ont infecté que bateau. Lokola biso nyoso ezali 7 na 7 wana mine epesaka penza bokoni ya makasi te ozwa mwa rhume et puis esili nango kaka jamais okende okomobela bamena na hôpital hospitaliser yo à moins que ozala na maladie mosusu mais soki kaka mpona wana okende hôpital te. Maintenant tozala kaka na misato wana ni oyo ezopesa penza biso mawa ebele na kati ya molongo mobimba. Donc, na misato wana, où il y a souka, où il y a décrit, il y a souka di oyo, ni SARS-CoV-2, au Tebengi 2019 nCoV. Donc, nCoV wana, ni virus, il y a souka, na 7 wana, nous te pesa kabiso, bokonya makasi n'est pas lelo. Mais misato oyo na lebi wana, ba misato nyo surtout wana, ezo wuta na ngembo. Mais ce n'est pas que virus wuta ngembo et du biso directement, mais ils ont les canards par oyebut bengaka bazot intermédiaire. Donc ba otwana tango moto azala ka contact nango mutakoki ko dzabokono odza n'est-ce pas bo okono wana ya corona wana en tout cas moko parmi misato. Mais oya biso oyo ndenge na lobi oya suka oyo nizali ni SARS-CoV-2 ou bien 2019 nCoV. Et quels sont les différents symptômes du coronavirus? Le coronavirus, notamment le Covid-19 qui nous concerne, est un virus qui a émergé récemment. Il est issu d'une famille. Vous savez, pour toute maladie virale, quand le virus rentre dans un organisme humain, il y a plusieurs périodes. Il y a des périodes silencieuses et des périodes où la maladie s'exprime. Alors, lorsque le virus est rentré dans un humain, on estime selon le recul actuel que la période où le virus subit la phase d'incubation avant que ça puisse envahir l'organisme humain, ça peut varier de 1 à 14 voire 15 jours. Et pendant cette période, évidemment, le sujet peut être asymptomatique, c'est-à-dire il n'a pratiquement pas de grands symptômes. Et la phase symptomatique, la maladie, elle se résume en quelques signes qui sont un peu assimilables à quelqu'un qui a une grippe. Lorsque la personne n'a pas de déficit immunitaire dans l'organisme, c'est-à-dire lorsque la personne est compétente qu'on appelle, elle n'a pas un passé de lourde maladie, la personne n'a pas un âge avancé, il peut s'agir d'un mal de gorge, il peut s'agir de la fièvre, il peut s'agir de la toux, il peut s'agir que le patient a un gros rhume, mais dans certains cas aussi, il est décrit que ça peut déclencher de la diarrhée. Mais chez les sujets qui sont immunocompromis, c'est-à-dire qui ne sont pas compétents sur le plan du défi de l'immunité, ces sujets sont lesquels? Ce sont surtout les gens qui portent des maladies chroniques. Je peux citer, entre autres, les gens qui portent un diabète qui n'est pas équilibré, les gens qui portent un cancer, les gens qui sont en traitement pour le cancer. Et je prendrai une population spécifique chez nous, les malades qui ont la drépanocytose totale, parce que ces gens ont un déficit immunitaire. Si vous voyez en Europe, ils n'en parlent pas, parce qu'ils n'ont pas cette population de façon importante. Lorsque le virus s'insère chez eux, il peut entraîner des maladies graves. Donc, outre les symptômes que j'ai décrits, il peut y avoir des maladies qui se manifestent par la respiration. La personne s'étouffe, la respiration est mauvaise, parce que le virus
atteint l'appareil respiratoire. Et ça peut atteindre d'autres appareils. Et c'est ça qui emporte souvent les sujets vers la mort. Donc, je me résume en un mot, en quelques mots. Cette maladie, elle peut ne pas se manifester de façon forte chez un sujet qui a une immunité forte. Ça peut se résumer en quelques symptômes qui passent et qui n'attirent pas l'attention. Donc souvent, des symptômes qu'on assimile tout le monde, j'ai la grippe. Ici au Congo, quand quelqu'un a un rhume, il dit qu'il a la grippe. Ça peut être que c'est un rhume allergique ou autre, il dit que c'est la grippe. Donc ces symptômes de grippe peuvent passer et ça passe inaperçu. L'individu est fort, il se défend lui-même contre le virus. Mais cependant, dans certaines circonstances, personne n'y est épargné. Si le virus a une virulence forte, c'est-à-dire si le virus est très fort et rentre au moment où vous êtes affaibli, soit de façon momentanée, ou soit parce que vous portez une maladie qui vous affaiblit, alors là, la maladie peut avoir des formes graves et des formes qui font que le sujet ne respire pas bien et on doit parfois l'amener, si on a les moyens, de le mettre parfois sous respirateur et le plus souvent, si la personne est âgée, elle est déjà affaiblie, évidemment, s'entraîne des décès. Et dites-moi, comment le virus se propage-t-il? Alors, c'est assez décrit. Hein. Le virus se propage principalement par des éjections. Donc, lorsque quelqu'un tousse, donc vous répandez dans la nature des gouttelettes donc de salive essentiellement. Et ces gouttelettes-là sont nanties d'énormément de virus. Ou quand vous éternuez. Ou encore lorsque vous touchez un certain nombre d'éléments contenant donc ces virus-là. Ça peut être par exemple des surfaces solides, d'accord, une poignée, n'est-ce pas, de porte. Lorsqu'une personne infectée n'a pas pris des mesures d'hygiène élémentaires, n'est-ce pas, comme on est en train de décrire, c'est-à-dire il n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de désinfecter, n'est-ce pas, ses mains. Vous touchez, n'est-ce pas, cette poignée-là. Si vous venez derrière, vous faites la même chose. Et que si vous ne prenez pas des précautions telles qu'on le décrit dans notre pays, un peu partout ailleurs, évidemment, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de l'attraper. Donc il y a ça. Et bien évidemment aussi, c'est le fait de côtoyer sans autre forme de protection, comme on a dit, des personnes dont la positivité est avérée, eh bien, ça vous expose encore davantage donc à une possible contamination. Donc, pour appuyer ce que dit le professeur Fabien, pour vous dire que la contagion interhumaine, elle existe, puisqu'il vous a situé, on disait au départ que ce virus fait partie d'une famille où il y en a plusieurs, où parfois donc l'hôte, c'est-à-dire celui qui héberge, peut partir d'une chauve-souris, mais les autres intermédiaires, ça peut être des surfaces de contact ou des animaux pour lesquels la chauve-souris y a été en contact. Donc à partir de là, comme la contagion est humaine, nous avons le devoir de dire que cette forme, ce dernier virus, est très contagieux. Ouais. Et que lorsque on porte ce virus, étant entendu que les études ne sont pas encore latentes pour vous déterminer tous les facteurs qui entourent la contagiosité, dont nous disons sous réserve des données scientifiques, pour dire que lorsque la personne porte le virus, même si elle n'est pas symptomatique, elle peut contaminer par ses sécrétions. Deuxièmement, lorsque la personne éternue, ces gouttelettes-là peuvent transmettre directement la maladie. C'est pour ça que dans les mesures qu'on va voir, on va peut-être certainement en parler, lorsque vous êtes à moins d'1 mètre de la personne qui est malade, mais la personne vous contamine. Lorsque le sujet sait qu'il a un rhume et qu'il doit éternuer, qu'il doit tousser, s'il ne prend pas des précautions de fermer sa bouche et son nez par les mesures qu'on communique, que les autorités politiques et sanitaires ont communiquées, qui sont bien affichées, évidemment, ça peut contaminer. Mais de même, ce virus, une fois vous avez vos sécrétions, vous êtes contaminé, vous tenez des surfaces, que ce soit des surfaces qui sont solides, du plastique, ce virus peut y demeurer quelques heures à quelques jours. Et à partir de là, si un sujet sain qui n'est pas encore infecté vient au contact de ces résidus de sécrétion qui sont sur ces surfaces, vous pouvez être contaminé.
Donc la contagion, elle se fait, vous comprenez, en tenant compte le pouvoir pathogène de ce virus, son des termes un peu scientifiques, le pouvoir puissant de ce virus. Pendant que la personne est contaminée, mais saine, elle peut contaminer. Pendant que la personne est déjà en phase d'invasion de la maladie, donc a des symptômes, elle est encore plus contagieuse que pendant la période saine. Et que sous réserve des études ultérieures, on verra si, est-ce que, même après la guérison déclarée, est-ce qu'il reste encore dans les sécrétions. Ça, ce sont les prochaines études qui vont le prouver. Donc, en attendant, les mots de contagion sont là. La contagion, essentiellement, elle est là, elle est interhumaine et elle existe. Bon, maladie, il y a corona, il y a virus, il y a maladie aussi, il y a contagieux. Bien, fanazabati, maladie, il y a corona, il y a si mais kotana nzuta mutu qui va dans la malade na ba période à tété ba symptôme malade qui élevé ya ngolo ya qui élevé moi grippe ya fioti mais la période ya ngolo ina mutu qui va na contagieux na maladie na yanke na koso yanke na rhume yanke ça la fièvre yanke na ba symptôme façon mutu qui na grippe ya ngolo et puis que ça ba difficulté na respiration. Mais ma maladie n'a qui manifestée façon zolé. Si mutuke a immunité en ngolo, muzozaka, immunité en ngolo. Ya qui va na moi grippe à fioti, ya melutila. Mais si immunité qui est bien vue, parce que nous avons qui est fatigué, ngé comme na âge avancé, ngé na maladie chronique façon tuberculose, façon asthme, façon diabète, ba maladie chronique est mingi. Na ba bola betu façon bola da menga façon de drépanocytose maladie na zone na vrai ngolo ça na ku transmettre maladie na virus ke kwenda sika mutu ke na virus na katikata nzuta yandi lenda ku transmettre yaou même si yan ke na ba symptômes mingive ya zolé si ba symptômes koma ya ngolo façon koso façon rhume ngolo façon ngi respirer zaka bien ve ngi na ba koso na ba guti na ke kwenda si mut ke vanda na distance angé distance ya ngolové ngi de transférer une maladie là et puis ba guti na si mu katuya par exemple na gimbe va muno mu ke essuyer par exemple na ba poto mu ke no vingila car mu ke essuyer par exemple na plastique mu ke bikina si par exemple mu ke éternuer mu ba ka mouchoir v Mugebi ba sécrétion à mono. Attention, virus il y na vanda en fonction de la température. Il y a bois là, il y a parfois quelques heures, mais il y a qui durer parfois 2-3 jours. La 4-4 ça va surface là. Donc attention parce que si virus me connaît, si me quiza na tour à mono, na go sim babini là, façon ba fer métallique là, parfois ba plastique là, moule na peut contaminer. Donc contagion est direct parce que mutu ke na koso que pesa ba gouta ya nege na virus na muta kaka ou par exemple moke saluer mutu na maboka mu neke na salive ke katuka na katikata nzuta muno moke pesa na pas na panga mu donc ba contact est façon yana. Et quelles sont les mesures de protection? Je crois que les mesures de protection dans le cadre de notre pays, le gouvernement a assez agi avec l'aide des partenaires. On peut le rappeler? Vous avez donc des documents, des affiches qui sont et des messages qui passent au niveau de la télévision et de la radio. Non, les mesures de protection physiquement, quelles sont les mesures de protection? Bon, les mesures de protection, ce sont celles-ci. Oui. Dès qu'il y a un seul cas, c'est une épidémie. Dès qu'il y a une épidémie, on prend des mesures. On n'attend pas avoir 10, 30, 100, 200 cas. La maladie est très contagieuse et elle progresse. À partir de là, il y a des mesures globales. Elles sont édictées par les autorités politiques. Les mesures techniques, nous les rappelons. Elles passent par le fait que le virus rentre dans un organisme, comment il se propage. À partir de là, il faut plusieurs types de mesures. Premièrement, si moi je suis malade, je suis suspect de certains symptômes qui vont vers cette infection. On me dépiste, je suis positif. Je dois adopter un comportement
qui m'aille vers ce qu'on appelle l'autoconfinement, avec l'aide des autorités qui pourront guider sanitaires, s'il faudra qu'on me garde dans un établissement hospitalier ou si je dois être confiné dans certaines conditions. À partir de là, je dois prendre des mesures pour éviter de propager le virus ailleurs. Donc toute la stratégie que moi infecté je suis, je dois prendre des mesures pour éviter de propager le virus ailleurs. Ces mesures, ce sont des mesures qui passent d'abord par un comportement intrinsèque sain, dans lequel, si on doit se moucher, on utilise un mouchoir. Si on doit éternuer ou tousser, on doit se protéger. On prend le coude, on protège son nez, on protège sa bouche. On doit se laver régulièrement les mains. On doit relever sa température régulièrement pour voir si la température varie. Et on doit saisir les autorités sanitaires s'il y a des signes d'alerte, d'aggravation de la maladie. Mais moi, qui ne suis pas contaminé, si je ne suis pas malade, dans le contexte d'épidémie, je dois imaginer que tout ce qui est autour de moi peut être malade, peut être porteur du virus. À partir de là, je me dois l'obligation de prendre des mesures. Je crois que ces mesures existent et je dois en rappeler. Parmi ces mesures, la première des mesures qu'il faut prendre, c'est 1, l'hygiène. Je dois me laver les mains régulièrement avec le savon. Si je vais dans un endroit public, je dois prendre la distance. C'est pour ça que sur le plan des règles internationales, on pense que l'éternuement ne peut pas dépasser 1 mètre, sinon 1,5 mètres. À partir de là, si j'ai un voisin à côté de moi, je ne peux pas connaître quelle est sa situation. Vaut mieux que je prenne l'écart d'1 mètre. Quand je vais dans un supermarché, je vais dans un super rayon. Donc je prends des précautions pour faire qu'on ne devait pas s'infecter. Maintenant, il y aura un débat sur le port du masque. Qui doit porter le masque? Dans quelles conditions doit porter le masque? Je crois que le masque doit être porté par ceux qui sont au risque d'être en contact des personnes infectées. Donc le masque ne doit pas être généralisé tel quel. Parce qu'on voit tel que les gens le portent, c'est normal, c'est des mesures de précaution. Parce qu'on sait que la contamination, elle est là, elle se fait par voie aérienne. On comprend. Mais à partir de là, faut-il en abuser? Ça dépend. Parce que nous, par exemple, dans le cas de notre pays, nous ne sommes pas arrivés à une fréquence importante, trop importante actuellement de cas, quel que soit peut-être ce que le gouvernement aura communiqué, mais nous n'avons pas une fréquence importante. Mais dès lors qu'il y a un seul cas, c'est le principe de précaution qui s'applique à tout le monde. Donc par conséquent, le lavage des mains, la protection de ces voies aériennes supérieures, c'est-à-dire on fait tout pour les protéger, la protection du contact vis-à-vis de l'autre, ça ce sont des mesures essentielles en ce qui concerne la prévention de la contagiosité de ce virus. Oui, mais pas maman va y quitter. Maladie ou à corona wana virus, il y a les maladies et outil virus moko na kati famille mon nene ndenge moninga na nga lobi. Virus ango tange kota na nzoto moto na sina yebisi que si mota na nzoto makasi ikoleka lokola grippe moke. Si mota na nzoto et c'est lembi pour la maladie ou pour la bakisi et doit ba forme grave et boma. Lokola virus ango et ali contagiosité makasi. Puis boma bino on a ba chiffre de yange boma na poto. Et le bon mot yindo a posa résister le wana lokuta. Biso tout abato tout makila moko. Donc si virus et ali pour que mota se protéger, il y en a 2 situations. Situation à liboso et ali que yo ou yebi quoi na maladie té. Oui bah que pour yeba quoi na maladie, on précise faut ça la test. Mais bando ça la test bato kilikilité parce que biso tu définir ba kamotoni il faut ça la test. Si ou alina virus T na katsanzoto. Mais pour que le virus est kota na yote. Mais il faut biloko tout est le cas et kota zolo na monoko na yote. Parce que loko kota zolo na monoko na yo. O gratter zolo, o gratter monoko, o sucer monoko. Mais mi sapine wuti yapi yo éviter. Koto kenda bato bali mingi. Attroupement ali mingi. So kamati distance à ma casité. Ndenge ba commune la ba autorité que il va à 1 mètre à distance té bolingo se serrer pour bunda buluka eloko oyibi moto a pene eloko nango na nzoto té
ba commune na nzoto neka na coronavirus te. Mais yo il faut que mata ba précaution wana. Et puis au sokola ka maboko. So kende sika, o kende l'hôpital, ba cantine yali au sokoli babako okoti. Au salisi zoto, au bimbi, au sokoli babako ke. Au komandako avant kota ndako, au sokoli babako ok. On a ba mesure ba kamata leur motale infection. Mais si mota déjà l'infection, si mota belge infection, moto wana moto à se protéger nzoto, bongo nzoto na yesi agina malade ya liboso est compliqué te. Yami balé à protéger pe baninga, à surveiller nzoto na ye. Nandenge nini parce que ça kosola, il faut kanga monoko. Ngasi na yebi kina na virus te, siko loko l'épidémie yali, na virus te, il faut na kanga monoko nanga, na zol nanga bongo na kosola. Il faut na kangango na mona na liboko. Si par exemple na du yoyo, il faut na kanga biyoyango na se moucher na mokanda. Et mokanda ango na losango na poubelle au bagandiko ya bien. Et si na se moucher, il faut na sokona maboko nanga. Et puis na yeba que na kamata ba soyi na los pas ine pas ité. Na kata ndako ou na kata l'hôpital ba kala température, ba tala nzoto nanga ndenge yali. Est-ce que nzoto ça aggravé et que ça aggravé te bon ba salisanga. Mais si on montre que si moto ana ba dépister, il faut abenga autorité sanitaire ou à peine pour ba yebisa ndenge dini basala. Parce qu'il y a des kangamanandako ou bandoube la respiration be beaucoup vendenge wanate. L'autorité ba garanti ba disposition de telle sorte que si moto ko bela, il faut ba kamataye en charge. Mais discipline da bato yango moko. Donc il faut yemoka ba sala ba benga comme auto confinement. Akangama lié akangama. La kata ndako a prisonnier te a de ba condition bongo ye abel la makasité puis abel sa baninga te. Voilà ba mesure au gouvernement ba panzango partout et les canaux télé et na kata ba fiche ba ko sensibiliser bato parce que ndenge malade kenambo cannabis to yibina nene kenate mais il faut que mata ba précaution bon empêcher que malade ngo et continuer. L'autorité a quand ba décision mingi si ba kangi ba l'école si ba kangi ba boye yali juste et elle pour éviter, puisque tu as une situation épidémie, selon le conseil OMS, tout ça, la bonne maladie et matamakacité. Question d'un internaute, je m'adresse au professeur. Quelles sont les dispositions à prendre au niveau des couples dans leur intimité? Alors ça, je ne vais pas m'hasarder. Vous savez, à chacun sa spécialité. Voilà. Moi, je suis virologue, je préfère donc me limiter aux questions en rapport avec le virus. Mais par contre, je vais laisser à mon maître, le professeur Elira, qui est au parfum, n'est-ce pas, de ces questions épidémiologiques et un peu communautaires, de vous donner, n'est-ce pas, des dispositions pratiques lorsque vous êtes un couple. Il va me compléter tout à l'heure, mais je crois qu'il a déjà dit quelque chose de fondamental. C'est d'abord l'autodiscipline, l'autoconfinement. Lorsque vous êtes déjà conscient vous-même que vous êtes infecté... Le couple dans leur intimité. Hein. Oui, tout à fait. Mais vous êtes conscient que vous êtes infecté. C'est un peu comme le VIH. Aujourd'hui, si on vous donne un résultat positif, la première des choses à faire, c'est penser à votre partenaire, comment vous allez faire pour protéger votre partenaire. Ça, c'est d'abord cela. Le coronavirus, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on vous dépiste positif. La première des choses, c'est comment faire pour protéger votre partenaire, mais également aussi votre entourage et la communauté. Voilà pourquoi tout à l'heure, le professeur a parlé d'autodiscipline, d'autoconfinement. Vous devez déjà vous mettre à l'écart, prendre, n'est-ce pas, des dispositions pour éviter la transmission, justement, de l'infection à votre partenaire. Mais je crois que le professeur va certainement me compléter à ce sujet. Professeur, je crois que mes réponses ne sont pas lointaines de celles qu'a dit le professeur Fabien. Je crois que le problème est celui de savoir que nous sommes en situation d'épidémie. Lorsqu'on organise une réponse contre l'épidémie, il y a des mesures qui sont prises, qui sont échelonnées. Ces mesures vont du niveau communautaire jusqu'au niveau global. Du niveau communautaire, il y a l'unité familiale. Il y a en bas de ça, en dessous de ça, l'individu. Dans l'unité familiale, on monte, on tombe dans le quartier. Et puis on va dans la communauté. Que faire en cas d'épidémie? Je crois que je ne fais pas du chantage. Il faut maximaliser les précautions. Si
Si actuellement, j'ai un syndrome grippal, je tousse, j'ai un rhume, si les conditions étaient réunies, je devais me faire dépister. Pour savoir, parce que je suis professionnel de santé, donc je suis exposé. Vous connaissez combien de malades je consulte par jour? Parfois 17, 20. Bien sûr, je porte mon masque quand je consulte dans les conditions actuelles. Mais qu'est-ce qui dit que je suis parfaitement protégé? Mais et à partir de là, est-ce que j'ai le droit de faire courir le risque à l'unité familiale et à la communauté? Donc si je suis dépisté positif, je dois tout faire pour que mon état ne s'aggrave pas, parce que je ne suis pas à l'abri. Je peux avoir le virus. Et demain, vous allez en mettre dans les communiqués et l'IRA est décédé. Je suis un humain comme tout autre. Donc, par conséquent, je ne vais pas rester dans l'égocentrisme. Je me protège, je me contrôle, mais je protège mon entourage. Si je suis positif du coronavirus, si je dois prendre des dispositions avec mon épouse doit m'apprêter une chambre dans laquelle je dois m'auto-confiner. Et je dois éviter d'avoir le contact avec mon épouse, c'est tout. Si elle n'est pas encore infectée. Et qu'elle doit, elle, se dépister. Aussi. Dans la mesure où si je suis déjà positif, tous mes contacts doivent être dépistés. Et à partir de là, on enclenche les mécanismes de prévention qui doivent exister. Je dois, si je suis malade, moi il ira, j'ai un milieu professionnel, tous ceux qui me côtoient devaient être dépistés. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter la propagation du virus en période d'épidémie. Mais ça s'organise. Il faut une certaine organisation intelligente qui fasse qu'on évite la propagation. Donc, par conséquent, le problème de l'intimité du couple, c'est le problème de l'intimité de tout être humain qui est en contact avec les autres. Donc, par conséquent, les mesures en temps de couple, ça se prendra tel quel. Je ne peux pas penser que je suis en pleine épidémie, en période d'invasion d'une maladie, je suis atteint, en face d'état de la maladie. Quoi, je dois avoir des rapports sexuels avec mon épouse? Mais c'est la folie, c'est impossible. Je dois avoir le contact avec elle, c'est impossible. Et puis scientifiquement, après, quand on sera guéri, déclaré, il faut attendre que les chercheurs comme Fabien démontrent que ce virus ne va pas se cacher dans les sécrétions masculines que j'ai. Il faut le démontrer par après. Donc par conséquent, il faudra qu'on observe pas la panique, on observe des précautions, on observe des précautions maximales vis-à-vis de l'épidémie. Très bien. J'ai une question d'un internaute qui s'adresse au professeur Fabien. Alors, mon animal domestique peut-il me transmettre le Covid-19? Ah, ça c'est une question qui revient très souvent. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de beaucoup d'inquiétudes auprès de beaucoup de personnes. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'est pas prouvé, il n'y a absolument aucune indication virologique qui puisse amener à penser que le virus actuel peut se transmettre par nos animaux domestiques, donc les chiens, les chats, les poules éventuelles, et ainsi de suite. Non, il n'y a absolument aucune preuve. Donc je peux être plus ou moins catégorique pour dire qu'on n'a pas à s'inquiéter. Ce virus-là ne se transmet absolument pas, du moins à la limite de nos connaissances actuelles, ce virus ne se transmet pas par des animaux domestiques. Absolument pas. L'autre intermédiaire pour lequel la communauté scientifique semble plus ou moins d'accord, c'est le pangolin, pour ce qui concerne le SARS-CoV-2 au jour d'aujourd'hui. Donc c'est la chauve-souris, le pangolin, et nous l'avons, n'est-ce pas, attrapé à partir de cet animal. Mais jusqu'à aujourd'hui, à ce que je sache, le pangolin n'est pas un animal domestique. Alors donc, de ce point de vue, je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter. Et il y a donc eu également, dans la recherche de l'autre intermédiaire, énormément de prélèvements qui ont été réalisés auprès d'un certain type d'animaux, dont les animaux domestiques. On n'a pas retrouvé le virus chez ces animaux-là, n'est-ce pas, en Chine au moins. Voilà, donc on n'a pas à s'inquiéter. Je pense que nos internautes peuvent être tranquilles pour l'instant. Si nous avons à nous contaminer, c'est en n'observant pas tout ce que le professeur Lira vient de dire. Voilà, nous sommes là devant donc notre propre responsabilité, où on veut ou on ne veut pas. Si on veut le coronavirus, il n'y a pas de problème, faites tout le contraire de ce que le professeur Lira vient, n'est-ce pas, de décrire tout à l'heure.
Mais si, n'est-ce pas, on n'en veut pas, eh bien, vous connaissez désormais, je pense qu'il y en a qui le savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'ils savent les mesures qu'il faut, n'est-ce pas, adopter. Et M. Djunga de Wenze, est-il sans danger de recevoir un colis d'une région où le Covid-19 a été signalé? Je pense quand même que pour l'instant, il n'y a pas d'indication qui puisse laisser croire que le fait de recevoir par exemple un colis venant de Chine présenterait, n'est-ce pas, un risque pour la personne qui va recevoir ce colis-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication. Il n'y a absolument aucune preuve. Et je pense que si on regarde la durée, n'est-ce pas, de survie du virus à l'air libre, donc à température ambiante, c'est un virus d'abord qui est enveloppé. C'est-à-dire, vous savez, il y a deux types de virus, si on peut les classer comme ça. Il y a les virus enveloppés et d'autres qui ne le sont pas, les virus non enveloppés. Et les virus qui ont une enveloppe, cette enveloppe, elle vient de la cellule infectée. Parce que pour qu'un virus se multiplie, il faut que ce virus-là soit à l'intérieur d'une cellule, obligatoirement. Et c'est lorsque le virus sort, après s'être multiplié, évidemment. Donc il rentre seul, mais il en ressort des milliers après. C'est en sortant que le virus emporte avec lui l'enveloppe de la cellule. Alors, cette enveloppe-là est un élément de fragilité pour le virus. Ça, c'est très important. C'est un élément de fragilité. Voilà pourquoi il ne résiste pas trop longtemps à température ambiante. Voilà pourquoi nous pouvons le détruire en utilisant les détergents habituels. La javel, le savon, les gels hydroalcoolisés, ainsi de suite. C'est essentiellement à cause de cette enveloppe qui est facilement détruite. Alors, ce qui fait donc que un virus de ce type-là, même si la personne qui a préparé votre colis est elle-même infectée, en réalité, le fait que il y ait, n'est-ce pas, cette durée, n'est-ce pas, par exemple de la Chine, de la France à ici, où le voyage peut durer 2-3 jours pour les colis. Ce n'est pas comme les humains, où vous pouvez voyager très facilement, vous arrivez, mais là-bas, pour qu'un colis qui quitte la Chine, pour qu'il arrive ici, il faut en moyenne 3-4 jours, ou sinon 5 jours en temps normal. Ce délai est largement suffisant pour que le virus, n'est-ce pas, soit détruit par l'environnement. Donc, au jour, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison particulière. Mais, faites, n'est-ce pas, quand même observer, n'est-ce pas, ce que le professeur a dit tout à l'heure. À supposons que, là où vous êtes là, vous me donnez votre stylo, ou je vous donne le mien, ou le monsieur, n'est-ce pas, qui est de l'autre côté de la ruelle, je lui donne un colis que je fabrique ici. Si moi-même je suis déjà contaminé, et que je n'ai pas pris des mesures d'hygiène en préparant, n'est-ce pas, ce colis, eh bien, vous voyez que le temps, la distance n'est pas très très longue, et il y a tout à fait possibilité, si moi, en manipulant, je contamine le colis, que ce soit le cas. Mais là aussi, il y a des mesures, n'est-ce pas, d'hygiène, puisque vous touchez à travers vos mains. On ne se contamine pas à travers les mains, mais on se contamine à travers les voies aériennes. À partir donc de ce moment-là, si, même si je touche le colis qui a été contaminé, et que si je prends des mesures d'hygiène habituelles, il n'y a pas de problème. Le virus sera, n'est-ce pas, éliminé, et je serai, n'est-ce pas, sain. Donc, pour me résumer, nos internautes n'ont pas à s'inquiéter. Pour, n'est-ce pas, des colis qui viennent donc des zones contaminées, par exemple dans d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, l'Iran, ainsi de suite, bon, c'est devenu un peu, c'est une pandémie mondiale, on n'a pas à s'inquiéter, le virus ne se transmettra pas de cette façon-là. D'accord, et pour la maman qui veut comprendre ce que vous avez dit? Anano bakaka que ceux qui l'élo ndenge to le bâti kuna na Chine kuna coronavirus au mabato na Italie na France na États-Unis na muloko mobimba virus ngo ikomi penza ko bomaka bato bo ceux qui motati ninga koli na zwango to na zwango te nandi mate wana ezande vraiment moto na makasi mais batamayele bangamaye balobi que virus ango soki utiki ye mwa tango moke na libanda amwangani kaka ye moko amwangani mais tala nani
Pour n'est-ce pas, à Mongana, et c'est la caca, heure, misa toto mine, à Mongani. Mais ceux qui collent, on a eu outil poto, t'as un animé na poto kuna, outil Chine, aux États-Unis, pour nous, comme awa. Il faut y aller au moins, mi balé, misa toto mine. Mais tant qu'on a collé les outils na poto, avant que comme awa, même à ta virus à gauche, ils allaient n'engagent ni kuna. Tant que comme awa, essayer de koufi nae, de pékala. Donc, yo motokuja kuliwana, ko banga na yote, li kama makasi penza, ezalite, ndima koli, na ndenge, elongo bani. Okuja penza, beaucoup nangote. D'accord. Professeur, au pluriel, hein, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Merci. Les choses à ne pas faire, oui, c'est faire le contraire de ce qu'on a dit. Tout à fait. Oui. Le contraire de ce qu'on a dit, c'est-à-dire, ne pas sous-estimer que nous sommes en pandémie. Ça veut dire que l'épidémie est mondiale. Ne pas sous-estimer que le Congo est un pays comme tout autre qui est également atteint par cette pandémie mondiale. Et il faut respecter les règles d'hygiène. Celui qui ne respecte pas les règles d'hygiène que les pouvoirs publics ont édictées, affiche, ils font la résistance, ça ne marchera pas. Je crois que les autorités prennent des mesures graduelles. Nous sommes un pays pauvre où les gens aiment être en contact. Les mesures ont été prises pour restreindre les endroits, les fréquentations des restaurants, des boîtes de nuit, pour mettre les enfants en vacances anticipées, pour réduire les attroupements. Et d'autres mesures arrivent. Elles arriveront graduellement en fonction de la progression de la situation de notre pays. De façon globale, ne pas respecter les règles d'hygiène, c'est s'exposer et exposer les autres. Voilà. Alors, professeur, ça c'est pour vous, c'est un internaute. Existe-t-il des médicaments ou des thérapies permettant de prévenir ou de guérir le Covid-19? Alors ça c'est un débat, ça. Oui, c'est un débat. Bon, je pense que le professeur Elira, qui est professeur de médecine, est mieux qualifié que moi pour répondre. Et derrière cette question se cache, donc, je pense, la fameuse question de la chloroquine. Voilà. Oui, qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? Avant que mon maître ne me complète, j'ai dit donc à l'un de vos collègues il y a quelques jours sur les plateaux de Télé-Congo, je lui ai dit que, vous savez, nous autres scientifiques, nous autres virologues, pour ne parler que de ma spécialité de manière égoïste, mais de manière générale, nous autres scientifiques, nous sommes un peu, si vous voulez, nantis de nos qualités et de nos défauts. Et parmi nos défauts ou nos qualités, il y a le fait que les décisions, scientifiquement parlant, ne se prennent que sur la base des évidences scientifiques. Il faut la preuve. Lorsque quelqu'un dit que tel médicament fonctionne, il faut apporter la preuve scientifique que c'est bien le cas. Une fois que c'est fait, la discussion n'est plus de mise. Au stade actuel, certaines indications des travaux conduits donc au laboratoire tendent à démontrer que la chloroquine, ou en tout cas certains, n'est-ce pas, de ses dérivés, peuvent être efficaces sur le nouveau virus. Peuvent être efficaces. Ça, ce sont des travaux de laboratoire qui sont publiés. Donc le tout premier l'a été, il y a de cela à peu près 1 mois et demi, par une équipe de chercheurs à Yuan. Ils ont donc testé la chloroquine sur les capacités de réplication du virus au laboratoire, hein, sur, n'est-ce pas, des cellules cibles ou des cellules permissives de laboratoire. Les résultats sont spectaculaires. C'est tout à fait normal, puisque cette observation avait déjà été faite en 2004 sur le SARS-CoV-1 à l'époque. Alors, donc ils n'ont fait que répondre en fait les études publiées en 2004-2005 par une équipe belge pour voir est-ce que cette molécule à la chloroquine pouvait également avoir des effets inhibiteurs sur la réplication virale au laboratoire. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a donc été confirmé. Mais
Le principe, c'est que même si une molécule a été validée efficace sur une pathologie, n'est-ce pas, quelconque, mais lorsque vous changez de cible, cette même molécule-là doit répondre au même cheminement de validation que lorsque elle-même était utilisée pour la pathologie concernée. Pour notre cas aujourd'hui, il s'agit donc du nouveau coronavirus dont on pense qu'on peut guérir par la chloroquine. Mais pour que tout le monde acte cela, eh bien, il faut nécessairement que cela passe par des essais cliniques. Nous appelons essais cliniques. C'est-à-dire, généralement, ce sont des essais randomisés. Randomisés, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des essais où on donne le médicament à un groupe, n'est-ce pas, de personnes, mais c'est à l'aveugle. Il y a des gens qui vont recevoir le médicament, d'autres ne le recevront pas. Et même le médecin qui prescrit ne saura pas si le médicament qu'il est en train de donner à tel patient, c'est le médicament réel qu'on veut, n'est-ce pas, tester, ou c'est simplement de l'eau, c'est-à-dire un placebo, c'est-à-dire il n'y a rien. De manière à ce qu'à la fin de l'étude, on puisse réellement mesurer l'effet d'efficacité de la molécule, n'est-ce pas, qu'on veut tester. Ce travail est actuellement en cours. Il y a à peu près 3 ou 4 essais cliniques dans le monde, dont une en Europe, qui concerne à peu près 4000 patients, dont à peu près 7 à 800 en France. Ces molécules-là sont ces essais qui ne concernent pas que la chloroquine, mais d'autres molécules, il y en a à peu près 4 ou 5, sont aujourd'hui en cours. À la fin, nous verrons, des collègues, n'est-ce pas, nous disent qu'on aura les résultats certainement dans 2 à 3 semaines. Donc dans 2 à 3 semaines, on aura des données scientifiques et réelles pour, n'est-ce pas, savoir de manière compétitive quelle est l'efficacité de la chloroquine, en tout cas par rapport aux autres molécules qu'on est en train de tester aujourd'hui. Évidemment, il faut donc qu'on s'arme un peu de patience. Mais vous savez, nous sommes dans une situation épidémique. Et lorsqu'on affiche les nombres de morts aujourd'hui, cela crée un effet psychologique important au niveau de la population. Et lorsqu'on n'a pas de médicaments, je pense que le professeur Elera, n'est-ce pas, en dira un peu plus, mais je pense que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore de médicaments dédiés au traitement de cette infection ou de cette maladie, alors la chloroquine, évidemment, prend toute sa signification dans l'espoir que cela peut susciter auprès de la population. Et ça se comprend. Parce que nous sommes tous dans l'urgence médicale aujourd'hui. Nous voulons, n'est-ce pas, avoir un médicament aujourd'hui. Et si quelqu'un, un scientifique d'une renommée internationale, dit que ça fonctionne, eh bien nous avons tendance à le croire, et moi de même. Professeur Elera? Oui, je voulais dire, pour compléter les propos très scientifiques de Fabien, il faut s'armer d'un peu de patience. Vous savez, je prends l'histoire de l'infection à VIH. Lorsqu'elle a débuté autour des années 84, 85, 86, un grand chercheur de ce monde est parti sur les médias dire « J'ai trouvé le médicament de l'infection à VIH ». Et ce médicament, c'était quoi? C'était la cyclosporine. La cyclosporine, c'est un traitement immunosuppresseur que nous utilisons dans les maladies du sang et dans les greffes d'organes. Donc c'est un médicament qui déprime l'immunité de l'individu. Parce qu'ils pensaient que, en donnant la cyclosporine, qui réduit le pouvoir des lymphocytes, donc on va tuer le virus. Vous savez combien de morts il y a eu suite à ces essais? C'était dangereux. Je crois qu'il ne faut plus revenir sur ces bêtises. La chloroquine, la nivaquine, même ma grand-mère qui est sous terre connaît ce que c'est. Nous avons d'autres dérivés de cette chloroquine qu'on appelle l'hydroxychloroquine, qui est commercialisée dans le plaquenil, qui est utilisé chez nous dans les maladies auto-immunes, dans des gens qui ont des maladies où des anticorps s'attaquent à leurs tissus. Et il semblerait que la chloroquine, toute forme, a des propriétés qu'on appelle immunomodulatrices, c'est-à-dire ça module l'immunité, les résistances de l'individu, mais ça peut affaiblir une infection, un agent pathogène extérieur. Donc, moi je crois que nous sommes dans l'époque, la période de panique.
Un scientifique ne cède pas à la panique. Un scientifique, comme disait Rabelais, ne considérait comme certain que ce qui peut être rationnellement démontré. Ça signifie n'accepter qu'après preuve. Les preuves se nouent, ce sont les études. De phase 1, phase 2, phase 3. Parce qu'on va sur un être humain, on ne va pas lui donner des poisons, on ne va pas lui donner quelque chose pour engendrer autre chose. Donc, que ce soit la chloroquine, que ce soit d'autres médicaments antiviraux qui sont utilisés, dont certains sont utilisés contre le VIH actuellement, c'est en cours d'expérimentation. Et je crois que malheureusement, la pandémie est là, malheureusement souffrant des rigueurs de la science, pour que nous ayons les résultats et des preuves pour pouvoir dire oui, voici le médicament qu'il faut utiliser, voilà son schéma d'administration, voilà les modalités de surveillance, voilà la durée du traitement. Autrement, lorsqu'un individu attrape le Covid-19, lorsqu'il est immunocompétent, il peut chasser le virus, il peut guérir, parce qu'on lui donne un traitement symptomatique, il guérit. Mais si en même temps, on profite de ses capacités immunitaires qui sont compétentes, on lui administre par exemple la chloroquine, qu'est-ce qui peut faire la part entre la guérison que lui-même son immunité a induit et la part qui est induite par la chloroquine? Donc je ne conteste pas du tout la valeur de la chloroquine. Attention, je suis scientifique, comme a dit le docteur Fabien. Attendons encore un peu. Je crois que malheureusement, c'est ça qu'il faut donner. Et pour nous, les pays à ressources limitées, c'est la prévention. La communication, la formation et la prévention. Je crois que c'est une arme redoutable, la prévention. Si nous en sommes conscients, si nous savons comment nous protéger, si nous savons comment protéger les autres, si nous suivons les directives gouvernementales qui sont des directives claires, bon, je n'ai pas dit que nous allons contrôler plus rapidement l'épidémie comme les autres. Donc nous pourrons nous en sortir, nous payer à ressources limitées. Je ne fais pas peur aux gens, hein. Nous devons prendre des précautions dans la prévention. Et je crois que c'est ce que nous réussissons pour l'instant. Grâce à Dieu, certainement, nous réussissons grâce à la prévention. Mais on doit marteler le méthode de prévention. Mais quand il y aura des armes thérapeutiques fiables, je ne suis pas sûr qu'il y aura des restrictions pour l'utilisation de ces armes. Il faut attendre les travaux scientifiques. Voilà. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, pour confirmer ce que vous venez de dire, professeur, vous avez vu des recommandations Nouvelle Enfance. Et vous voyez également ce qui se passe un peu partout dans le monde. Même la FDA, Food and Drug Administration aux États-Unis, qui ont un peu été obligés, n'est-ce pas, de revenir sur l'enthousiasme du président Trump. C'est pour dire, non, attendez un peu, monsieur le président, on n'a pas encore suffisamment d'évidence scientifique. Vous avez vu, même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, qui régule un peu les directives en matière de santé au niveau mondial, on a également dit, attendez, on va, n'est-ce pas, y arriver probablement, mais attendez d'abord voir. Et en France, ils ont dit que pour l'instant, cette utilisation peut être encadrée et de façon stricte, pour des raisons que le professeur venait, n'est-ce pas, de dire. Pour la simple raison suivante, c'est que en général, lorsque quelqu'un est infecté par un virus, le premier indicateur, un indicateur en tout cas, qui oriente les autres virologues pour voir si cette infection est d'origine virale ou bactérienne, souvent c'est l'élévation des interférons. Ces interférons, ce sont des molécules, on appelle, n'est-ce pas, des médiateurs immunologiques ou des médiateurs chimiques. C'est ça qui permet aux cellules de communiquer entre eux. C'est des petites molécules qui sont synthétisées par l'organisme. Parce que les cellules communiquent. Ils s'envoient des messages. Et lorsque vous êtes infecté, eh bien, cet interféron-là augmente énormément. Et c'est ça qui permet justement à la cellule de lutter contre une infection virale. C'est ce qu'il est en train de dire tout à l'heure, de dire, mais qu'est-ce qui va démontrer, chez un individu immunocompétent, qu'est-ce qui va démontrer la part de son efficacité immunologique dans sa guérison et la part éventuelle donc, du médicament qu'il vient de prendre, par exemple la chloroquine. Qu'est-ce qui le démontre? Puisque l'individu lutte inévitablement contre une infection virale. Mais par contre,
lorsque vous arrivez à des stades avancés, à partir de ce moment-là, cette indication thérapeutique, comme on dit, n'est-ce pas, les Français, peut, n'est-ce pas, se justifier. Mais, au début, n'est-ce pas, de l'infection, lorsque vous êtes compétent, si vous lui administrez un certain nombre de médicaments, dont celui à laquelle nous faisons allusion, vous allez plus contribuer à freiner son immunité et non pas à l'aider à guérir, n'est-ce pas, de cette infection. Il a parfaitement raison de ce qu'il a dit. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi je vais vraiment répéter, peut-être, pour un peu enfoncer une porte déjà ouverte par mon maître, le professeur Hilera. C'est, n'est-ce pas, de dire, attendons encore un peu, ça ne durera plus très longtemps. Peut-être dans 2 semaines ou 3 au maximum, on aura des certitudes. Et puis l'autre évidence de ce qu'il a dit, près de 90% des cas infectés guérissent de façon quasi spontanée. Il n'y a qu'en réalité près de 5% seulement, sinon un peu moins de 5%, qui vont aller faire des complications en rapport avec cette maladie. Et dans l'espace de 5%, enfin de façon, n'est-ce pas, globale, il n'y a qu'à peu près 1% qui vont mourir. 1, n'est-ce pas, à 2% qui vont, n'est-ce pas, décéder. Donc, comme vous pouvez, n'est-ce pas, constater, en réalité, oui, il y a la pression médiatique qui est là, il y a la pression psychologique qui est là, qui fait que finalement nous prenons de l'impatience. C'est justifié. C'est justifié. Mais nous, en tant que scientifiques, mon maître l'a dit, nous, en tant que scientifiques, nous devons être à l'abri de cette pression. Parce que nous risquerons de céder à la pression, de faire tout et n'importe quoi, de donner, n'est-ce pas, des recommandations qui demain pourront peut-être être contredites, voyez-vous, mais cette même population-là ne nous le pardonnera pas. Les gens vont oublier que on nous a mis le feu pour qu'on prenne. Les gens vont oublier ça et vont dire, mais c'est de votre rôle de nous dire si ce que nous vous disons là est vrai ou pas. Pourquoi vous avez cédé? Donc voilà pourquoi nous, en tout cas, j'adopte exactement la même position que mon maître pour, n'est-ce pas, dire non, nous restons calmes, sereins, patientons encore quelques semaines et nous serons fixés. Et je suis sûr et certain que les traitements qu'ils auront, n'est-ce pas, proposés nous permettront de nous en sortir à coup sûr de cette épidémie. Professeur Fabien, vous avez un dernier mot? Absolument. Avec votre permission, premièrement, d'abord, je voudrais vous remercier. D'abord, 2 choses. M'avoir ouvert le porte de votre plateau, mais surtout d'échanger avec mon maître, le professeur Hilera. C'est des gens qui nous ont reçus ici au Congo. Quand je suis rentré en 2002-2003, encore étudiant en thèse, nous avons été reçus par le professeur Hilera, à l'époque directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Et lui-même, professeur agrégé d'hématologie clinique. Donc je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour lui témoigner toute mon admiration, mais également lui exprimer vraiment toute ma gratitude. Alors si je dois dire, n'est-ce pas, un mot, c'est louer absolument la transparence des autorités congolaises pendant cette épidémie. La transparence, en particulier pour ce qui concerne en tout cas le volet biologique. Toutes les données que nous avons, ou tous les cas positifs que nous avons rapportés au laboratoire, ont été communiqués à la population de manière la plus transparente possible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Et je voulais aussi souligner le leadership de Madame la ministre de la Santé, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, qui fait de son mieux pour que, justement, la population ne soit pas impactée de manière, n'est-ce pas, rude pendant cette épidémie ou cette pandémie. Je crois qu'il faut louer, n'est-ce pas, cela. Ce n'est jamais facile de gérer une épidémie. Nous sommes un pays avec nos qualités et nos insuffisances également. Nous avons un système de santé pas le plus sophistiqué, n'est-ce pas, du monde, mais suffisamment résilient pour nous permettre vraiment d'y faire face. Et je voudrais terminer, avec votre permission, pour remercier tous mes collaborateurs au Laboratoire national de santé publique. Hein, mes collaborateurs qui sont avec moi à la direction de la recherche et de la production, qui depuis
3 semaines maintenant, dorment au laboratoire national. Ils passent des nuits au laboratoire national. Avant de venir sur votre plateau, je les ai laissés au laboratoire. Ils y ont passé la nuit, dans des conditions difficiles. Et je voudrais vraiment avoir une pensée pour eux, les remercier pour ce sacrifice-là. Sinon, pour le reste, en tout cas, je laisse à mon maître conclure. Professeur Ilira. Oui, c'est pour dire que la population doit passer dans la panique. Et je crois que les autorités ont pris des mesures qui sont des mesures essentielles et communiquent pour que la population soit au courant. Parce que les gens, ils confondent la panique, ils confondent le bruit, mais je crois qu'on peut aussi gérer une pandémie, une épidémie, en restant calme et en sortant les éléments essentiels. C'est ce qui se fait. Le plus important dans toute pandémie comme celle-là, c'est l'organisation technique. L'organisation technique passe à travers des maillons essentiels, il y en a partout. Ça se définit comment? Il y a la promotion de la santé. C'est ce que nous faisons en partie. La communication. Oui. La communication, elle doit s'adresser à la communauté. Dans la communauté, il y a la communauté scientifique. Il y a celle qui fait les soins et il y a la communauté de base. Deuxième élément important, si la promotion réussit, et conjointement, c'est la prévention. C'est faire comment pour qu'on puisse éviter, si le virus est là, de le faire propager et qu'on évite, on puisse limiter la chaîne de transmission de la maladie. Donc ces volets se font par deux atouts. Il y a le volet de la surveillance épidémiologique. Si la population est édifiée, je suis dans ma maison, je connais qu'est-ce que ça peut être, je peux dire à mon épouse, ça, il faudra qu'on se fasse dépister. C'est là où intervient ce qu'on appelle la surveillance sentinelle. La surveillance sentinelle, c'est le diagnostic. C'est pour ça que je loue le travail fait par le professeur, maître de conférence, qui est donc Fabien Nyama, qui a dit tout à l'heure quel est l'engagement de ces techniciens. Et encore faudrait-il qu'il ait suffisamment de moyens pour continuer ce dépistage. Nous sommes un pays à ressources limitées, il ne faut pas chercher à mettre la barre haut. Le Congo ne doit pas chercher à se faire comparer à d'autres pays qui disposent de toute la chaîne de moyens spontanés. La surveillance sentinelle, c'est le dépistage, mais la surveillance sentinelle, c'est aussi le suivi de ceux qui ont été dépistés pour voir si le virus s'évacue. Et le quatrième maillon qui est important, qui est collé à celui de la prévention, je dis avant, c'est l'hygiène. Ce sont les règles qui sont données à la population. Elles sont édictées. Il faut renforcer le volet hygiène. Il faut communiquer pour que les gens comprennent l'intérêt de l'hygiène. Parce que je peux mettre des photos, mais si la maman qui ne comprend pas, elle ne comprendra pas. L'hygiène, comment on le fait? L'hygiène personnelle pour protéger la communauté et l'hygiène communautaire. Et enfin, le dernier maillon, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la prise en charge. Il faut l'organiser. Il faut rester aux normes d'une prise en charge qui existe. Et ces circuits existent. Je crois que dans ce pays, beaucoup d'épidémies ont été gérées. Ces circuits existent. Il faut les organiser, les conforter. Et puis, l'élément qui est collé à cet élément technique de prise en charge, c'est la prise en charge psychologique. Ouais. On a la panique. On a un parent qui est malade, un enfant qui est autre, et l'enfant est perturbé. La personne peut avoir des réactions autres. Donc, il faut lui dire que oui, c'est une épidémie. Si vous êtes atteint, ou si vous n'êtes pas encore atteint, voilà l'accompagnement qu'on offre pour que ça puisse être efficace. Et je crois que ce sont les mesures qu'on est en train de prendre. Et je crois que ces mesures sont prises pour qu'on puisse sécuriser au maximum la population. C'est mon mot. Je vous en prie. Merci. Les comportements à risque augmentent chaque jour. La vigilance diminue, mais le nombre de nouvelles personnes touchées par le sida ne diminue pas au Congo. Dans cette guerre sanitaire contre la maladie, le dépistage est essentiel pour éviter la propagation et est vital pour que les personnes affectées soient prises en charge et bénéficient d'un traitement médical. Aujourd'hui, une personne sur deux au Congo ne connaît pas son statut. Je suis séronégative. Je suis séropositif. Le gouvernement et de nombreuses associations mettent à disposition des centres de proximité avec du personnel soignant et des docteurs prêts à aider, renseigner, dépister, prévenir et accompagner gratuitement. Le dépistage est simple, anonyme, rapide, sans jugement. Ils vous attendent. Ils nous attendent.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée au coronavirus. Merci pour votre fidélité à l'émission Carrefour Santé. Pensée du jour. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Point de citation. Aristote. Prenez bien soin de vous et des vôtres, car votre santé est votre bien le plus précieux. Au nom de toute l'équipe de Carrefour Santé, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.